Olivier, je suis vraiment, vraiment ravie. Nous sommes ravis à l'UNESCO de t'avoir. Ce sont la jeunesse qui sont ici avec nous de plusieurs pays, mais nous avons aussi la connexion avec l'Asie, nous avons la connexion avec l'Amérique latine, et donc nous sommes vraiment ravis de t'avoir. Merci, c'est une inspiration, mais je vais vous dire aussi qu'il est aussi très enthousiaste d'être ici, n'est-ce pas? Absolument, très très enthousiaste. Pour moi, c'est vraiment un jour que je dirais iconique en tant que, non pas seulement designer de la Maison Balmain, mais aussi en tant que citoyen français qui comme vous, croit beaucoup dans l'ONU et dans l'UNESCO, dans tous nos combats de chaque jour. Et je suis extrêmement, extrêmement fier. Je vous remercie parce qu'on a besoin de vous ensemble, être unis pour se battre aujourd'hui et non pas seulement aujourd'hui contre le racisme. Donc merci encore d'être présent avec vous aujourd'hui. Nous avons aussi parmi nous plusieurs représentants des villes françaises, de l'Observatoire contre le racisme et l'Espagne, le président du réseau des villes contre le racisme européen. Donc on a beaucoup de champions contre le racisme. On va avoir une conversation, que c'est mon plaisir, avec toi pour que tu ajoutes ton expérience personnelle, ta vision. Et comment est-ce qu'on fait pour, comme on dit, break the mold? Je ne sais pas comment est-ce qu'on dit ça en français. Break the mold? Quelqu'un peut me dire? Bon, c'est tous compris, non? Mais aussi pour donner aussi un message important à toute la jeunesse qui va regarder cette expression. Et donc, on va commencer pour te demander qu'est-ce que ça signifie le racisme pour toi? Vous savez, cette question, elle est évidemment très compliquée. Et je pourrais dire que j'y répondrai en 3 points. Je pense que le racisme, il y a 3 types de racisme, du moins ceux que j'ai vécus. Il y a le racisme volontaire, le racisme involontaire et le racisme que je dirais politiquement correct. Et je suis content d'être là aujourd'hui, j'allais dire ce soir, mais aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de lumière, parce que finalement, ces 3 types de racisme ont aussi forgé le garçon que je suis aujourd'hui devant vous. Je dirais le racisme volontaire sont ceux qui sont racistes et qui sont conscients de l'être, et donc il faut se battre contre des gens comme ça. Le racisme involontaire, les gens qui sont certainement plus ouverts à comprendre qu'ils sont racistes, mais qui ne le savent pas, par rapport à pas mal de leurs réflexions que j'ai pu vivre jour après jour au cours de mon éducation ou de ma carrière. Puis le racisme, entre guillemets, que j'appelle politiquement correct, c'est-à-dire un racisme que personne ne voit mais qui est présent et qui aussi a fait partie de mon ascension chez Balmain, c'est-à-dire dire que même si les gens pensent qu'ils ne sont pas racistes et que finalement dans des défilés on ne voit pas de mannequin de couleur, qu'il n'y a pas de designer de couleur, finalement leur dire c'est pas parce que ça n'existe pas que c'est juste. Donc ce sont ces 3 formes de racisme qui font que dans ma vie de tous les jours, j'ai dû me battre et parfois me justifier, parfois doubler d'efforts par rapport à quelqu'un d'autre qui ne vivait pas le racisme, mais qui m'ont rendu beaucoup plus fort. Et c'est ça la question, parce que c'est vrai que nous connaissons votre parcours. Et peut-être des fois, vous avez aussi expérimenté le racisme simplement pour ceux qui vous représentent, simplement pour votre image, simplement d'où vous venez. Et vous avez décidé pas seulement de faire une contribution énorme avec votre création, qui sont vraiment exceptionnelles, mais aussi de vous battre contre le racisme. Où est-ce que vous trouvez cette force? Parce que le racisme, c'est une expression de jour à jour, mais le racisme, c'est aussi structurel, c'est systémique, et il nous empêche d'avoir des gens qui viennent de certaines origines, d'avoir les opportunités. Vous avez eu toutes les opportunités, mais c'est pour votre propre effort. Mais comment est-ce qu'on trouve la conviction, l'effort, de pas seulement vous distinguer dans la culture, l'autre culture, mais d'être une force contre le racisme?
Déjà, je vous remercie pour vos mots et vos compliments. Je pense que ma force, je l'ai puisée en 2 points. Je l'ai puisée dans mon éducation, parce que je suis un garçon donc adopté. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Dites-le si je parle trop fort, hein. Je suis donc adopté, à moitié éthiopien, à moitié somalien. J'ai découvert mes origines il y a peu de temps. Né à Bordeaux, d'une famille blanche, qui m'a donné beaucoup d'amour, de valeurs, des grands-parents incroyables. Donc je dirais que ça, c'est la force de l'amour qui m'a donné envie de combattre, grâce à des gens qui m'ont aimé. Je vais vous donner une petite anecdote. Quand je suis né, donc je suis né à l'orphelinat de Bordeaux. Ma mère biologique donc m'a abandonné, et mes parents donc m'ont trouvé dans cette fameuse orphelinat, et il y avait une nounou qui à l'époque, une nounou de la DAS, qui leur a dit: mais vous êtes sûr que vous voulez adopter ce garçon parce qu'il est de couleur, il y a plein d'enfants blancs. Et mes parents, ils ont dit: mais en fait on voit pas la couleur. Et c'est là où, en fait, quand vous me posez la question, là où j'ai trouvé ma force, c'est d'avoir eu des parents qui finalement, que je sois noir, que je sois blanc, n'importe quelle couleur j'aurais pu être, m'ont aimé, et m'ont transmis cette valeur de l'amour. Donc je dirais que ça, c'est la première force. L'éducation, l'amour de nos parents, de notre famille. Et puis je dirais la seconde force, c'est vous. C'est les futures générations. Parce que finalement, j'ai envie de me battre pour laisser un monde meilleur. Et à chaque combat que je fais, à chaque collection que je crée, à chaque message que je fais, et encore aujourd'hui, c'est pour essayer juste avec mes petites mains, en fait, finalement, de me battre, en fait. De me battre pour que le monde de demain soit pas forcément le monde d'hier ou encore le monde d'aujourd'hui. Donc je dirais que c'est grâce aux générations futures, c'est grâce à être aujourd'hui avec vous, à toutes les actions que je peux faire, à mes ciseaux pour couper mes tissus et créer des beaux vêtements, que je m'exprime et que je mets une pierre à l'édifice pour que le monde de demain soit meilleur que celui d'aujourd'hui. Ça, c'est vraiment une histoire de vie, mais une histoire qui nous conduit à bout. Et c'est génial, c'est l'effort. Quelquefois, quand on se bat contre le racisme ici à l'UNESCO et partout, non, toutes les institutions qu'on le fait avec tout ce type d'intervention, on est comblé par tous les exemples d'expressions racistes, non? Oui. Mais quand vous me parlez de vos parents, c'est ça qu'il veut avoir avec nous. Ouais. À la fin, on va interviewer votre parent, parce que c'est vrai, je ne connais pas les couleurs, c'est vraiment génial. Et qu'est-ce que vous direz avec ces forces? Parce que maintenant, bien sûr, maintenant vous êtes un rockstar, et c'est vrai, on avait l'entrée, c'était le rockstar, mais ce n'était pas comme ça. C'était pas comme ça. Et donc, qu'est-ce que vous direz aux gens de toutes couleurs, de toutes les origines, et pour défendre ce principe, pour être comme vous, de ne pas s'empêcher de dire ce que vous pensez quand vous le pensez, pour s'opposer à ce type d'expression raciste? C'est le monde qui vous écoute. Je travaille dans la mode, et la mode, c'est un luxe, évidemment. Mais je pense que le plus grand des luxes, et je le répète à toutes mes équipes, et je le répète encore aujourd'hui, le luxe, c'est d'être libre. Le luxe, c'est la liberté. Et de plus en plus, cette phrase prend sens. Elle paraissait assez lointaine encore il y a quelques années. Et avec tout ce qui nous arrive sur les dernières années, on se rend compte vraiment que le luxe, c'est la liberté. Donc ce que je dirais aux gens, en fait, c'est aux gens qui en fait souffrent, il faut se battre pour être libre, en fait. Il faut se battre pour rêver d'un monde meilleur, pour donner un monde meilleur demain. Si on est face à des actions racistes, et j'ai été face à des actions racistes, je peux vous en donner une précise. La première vraiment très très forte, c'était... Bon, vu qu'on est là entre nous, je vais être très transparent. Quand mes parents m'ont adopté, en fait, donc c'était une famille blanche avec une certaine type, on va dire une certaine partie de ma famille très catholique, religieuse, qui parfois aurait pu avoir des élans entre guillemets racistes, et ce qui était un vrai problème dans la famille. Et mes parents, en fait, la première chose qu'ils ont dit quand je suis arrivé, ils leur ont dit: si un jour dans la famille vous le faites ressentir différent,
Ce jour-là, nous romprons les ponts avec vous. Et au fur et à mesure, dans mon éducation, alors je vais vous donner un autre exemple. Je pense que j'avais genre 12 ans ou 13 ans, et je faisais latin et grec. Et il y avait un vieux monsieur que j'avais rencontré, j'étais sorti promu à l'époque, un vieux monsieur très, je sais pas, 75, 80 ans, qui me regarde et qui me dit « C'est incroyable le parcours que vous êtes en train de faire, parce que vu d'où vous venez et à quoi vous ressemblez, vous nous étonnez. » C'était un compliment. C'était C'était un censé... compliment, quoi. Et c'est là où je reviens dans mon premier point, de vous dire le racisme qui semble être involontaire, en fait, mais qui est complètement volontaire. Et ces gens comme ça qui vous disent que votre couleur de peau définit qui vous serez, ou d'où vous venez, ou vous êtes étonné parce que vous avez un parcours qui est différent, c'est sur ça que je me bats. Et c'est pour ça que quand je vous dis changer le futur, c'est que je veux plus aucun garçon ou fille entendre ça dans le futur. Parce que votre couleur de peau, votre origine ne définira pas qui vous êtes, ou d'où vous venez, ou où vous serez en fait. On est un citoyen du monde, on est tous ensemble. Et le mot « uni » est important. Ce qui se passe à quelques kilomètres de chez nous n'est pas si lointain en fait. Le racisme, ce n'est pas quelque chose qui arrive qu'aux autres. Et c'est là où l'unification fera la force. Et c'est pour ça que je me bats et que j'ai la chance d'avoir sur mes réseaux sociaux une responsabilité de plus de 7,5 millions de personnes qui me suivent, de pouvoir exprimer au-delà de ma mode un message beaucoup plus fort qui pourra changer. Donc, Et c'est ça l'inspiration. On a parmi nous des experts sur le racisme qui ont donné une masterclass très très bien. Evelyne, tu as noté le racisme involontaire. Et c'est génial parce que c'est ça, ce sont tous les mécanismes de biais qu'on a, qu'on ne reconnaît pas et qu'on essaye de montrer, qu'on les a et qu'on les doit reconnaître premièrement nous-mêmes. Et après, avec tout notre entourage et tous les commentaires et tous ces types de phrases qui nous frappent. Et pour vous, vous savez être forte pour l'amour, pour le soutien, pour la confiance que votre parent vous a donné. Ça, c'est génial. Mais qu'est-ce que vous diriez aux autres qui n'ont pas ces forces au début? Et qu'est-ce que vous direz? Parce que d'adopter quelqu'un qui est différent, c'est une lutte chaque jour. Et vos parents ont décidé de le faire. Mais qu'est-ce que vous direz aux gens en général, aux enfants, les gens qu'on a ici, pour se battre contre le racisme? Quand on n'a pas la force, quand on n'a pas le soutien, quand on est dans un milieu où tout le monde a des classifications, comme on disait, qu'est-ce que vous les direz? Je pense que pour se battre contre le racisme, il faut de la force. Et si la force, on ne l'a pas à l'extérieur, il faut l'avoir en nous. Quand je vous ai dit se battre contre le racisme, c'est se battre pour la liberté en fait. Et c'est pour ça quand je vous ai dit le luxe c'est d'être libre, c'est que la vie est courte finalement. Et votre force, vous la puisez en vous pour vous battre chaque jour pour être qui vous voulez être. Donc, il y a deux façons de se battre. Il y a se battre et garder la tête haute, se prendre des coups et continuer à se battre jusqu'à temps que vous soyez plus haut. Puis il y a une autre façon de se battre qui est de convaincre les gens racistes. Et dans le convaincre les gens racistes, il y a deux possibilités, ceux qui vous écouteront et ceux qui ne vous écouteront pas. Moi, j'ai pris une autre décision dans ma vie, c'est de leur prouver qu'ils avaient tort. Et au-delà de l'amour de mes parents, parce que je pense que l'amour de mes parents, il m'a servi quand j'étais entre guillemets un gamin, mais après dans le monde de la mode, si vous voulez, l'amour de mes parents, c'était bien plus lointain, même s'il m'aime encore, j'espère. Mais aujourd'hui, se battre, c'est de prouver aux gens, quand j'ai commencé la mode, que j'avais ma place autant que les autres. Et en effet, j'ai dû redoubler d'efforts. Malheureusement, contre les gens racistes, vous devez être 2 fois plus fort que d'autres, parce qu'ils estiment que vous partez de beaucoup plus loin. Et donc aujourd'hui, au bout de 10 ans de carrière chez Balmain, je leur ai prouvé en fait que j'avais pas tort. Donc en fait maintenant je les fais taire. Et je pense que c'est ça ma force.
Génial. Génial. Et pour revenir à cette question de votre expérience dans la fashion, dans la haute couture, et comment est-ce que vous avez fait? C'est vrai que vous êtes doué. C'est vrai que quelqu'un doit avoir noté votre talent en mince il y a longtemps, parce que vous étiez aussi si jeune pour être à l'Italie et après en France. Mais comment est-ce que vous avez fait pour être noté, pour avoir cette opportunité? Parce que l'opportunité, il faut l'avoir, il faut la prendre, il faut la pousser, il faut se pousser même. Et ça, c'est une autre manière de lutter contre le racisme. Maintenant, vous êtes un role model. Les gens qui vous voient, on dit, on peut le faire. Et ça change la mentalité, simplement pour être ce qui vous êtes. Mais comment est-ce que vous avez arrivé à imposer votre vision pour être reconnaître comme un talent? Alors déjà, j'ai commencé dans la mode, j'avais 18 ans. Je suis parti de chez moi, j'ai fait une école de mode pendant quelques mois. Ensuite, j'ai fait une école de droit international. Et ensuite, j'ai vu que ni l'un ni l'autre me convenait. Donc, je suis parti en Italie sans argent et j'ai démarché des maisons de couture. Certaines se sont bien passées, d'autres moins. Mais finalement, j'ai essayé de me battre avec mon talent. Donc évidemment, redoubler d'efforts parce que j'étais un profil atypique. Un, parce que je venais pas forcément d'une grande école. Deux, de par ma couleur, où il y avait très très peu de gens de couleur dans la mode. Et donc j'ai dû, comme je vous disais, redoubler d'efforts, montrer que j'avais du talent. Donc j'ai commencé comme stagiaire à apporter des cafés, faire des photocopies. Sans argent, eh bien, je courais le soir après faire de la mode. Je courais dans une boîte où je dansais pour payer mes fins de mois. Et puis jusqu'au jour où j'ai commencé à gagner mon salaire, à me battre, continuer à me battre du moins, et revenir à Paris, revenir dans mon pays, et de nouveau démontrer que je pouvais être qui je voulais être en fait. Vous savez, quand j'ai commencé, on m'appelait dans certaines, on va dire, dans certaines situations, j'étais dans une salle, on me disait il chocolatino. C'était comme ça qu'on m'appelait. Genre, j'avais, je pense, 19 ans ou 20 ans, on m'appelait le petit chocolat. Voilà, parmi une grande salle, j'étais le petit chocolat. Voilà, ça c'était ce qu'on appelle le racisme, que les gens ne se rendent pas compte. Donc c'était là où je vous dis que ces gens-là, finalement, il faut leur convaincre que dans 10 ans, vous m'appellerez plus le petit chocolat. Et donc tout ça pour vous dire que je me suis battu comme ça. Je parle toujours de battre parce que finalement, c'est un combat. Et que chaque combat peut se mener avec de la paix. Hein. J'avais pas la paix intérieure, on va dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était un combat pour obtenir une certaine paix. Et voilà, donc je suis arrivé à Paris à 23 ans. Alors bon, j'étais français évidemment, mais 5 années en Italie. Et je suis devenu directeur artistique de la Maison Balmain à 24 ans. Et à partir de 24 ans, vous avez deux solutions. Vous êtes le directeur artistique parfait que la maison de mode veut voir et les journalistes. Donc vous ne faites pas un mot plus haut que l'autre. Vous dites ce que les gens ont envie d'entendre. Ou vous vous rebellez. On m'a appelé le rebelle en fait. Et puis je me suis dit pourquoi le rebelle? En fait, le rebelle parce que mon casting de mannequin était différent. Le rebelle parce que j'avais les réseaux sociaux, que je voulais communiquer directement avec un public, une audience, et pas passer par des filtres de magazines. Et donc à partir de là, j'ai pris ma propre voix. En fait, les gens ont entendu ma propre voix. Et c'est comme ça en fait que je suis devenu qui je suis aujourd'hui et devant vous aujourd'hui. C'est génial, merci. Et c'est ça, vous savez vraiment, vraiment casser la norme. Et c'est très intéressant parce que c'est vrai que vous avez vécu une expression de racisme en France. Mais à la UNESCO, on lutte contre toutes les expressions de racisme. C'est toutes les expressions de manque de diversité, c'est toutes les expressions contre le genre, c'est toutes les expressions qui divisent, non? Et qui séparent simplement parce qu'on est différent. Et qu'est-ce que vous direz aux institutions comme la UNESCO? La UNESCO s'est battre pour ça il y a longtemps. Et dans mon secteur, le secteur social humain, mais aussi dans l'éducation, la culture, pour être diverse. Pas seulement pour accepter la diversité, mais pour l'embrasser, pour dire c'est mieux d'être diverse.
Et c'est pour ça que je disais que vous êtes un rôle modèle, parce que n'importe où vous serez, vous serez noté et vous serez admiré, mais aussi vous aurez cette message. Qu'est-ce qu'il faut au niveau international? C'est une question un peu au-delà de votre expérience, mais je ne peux pas m'empêcher de vous demander quel conseil vous donnerez à l'UNESCO. Déjà, je vais vous répéter quelque chose. Je suis assez dans la répétition aujourd'hui, hein, mais je suis très très fier d'être ici parce que si je ne me trompe pas, l'UNESCO a été créé en 1945. Donc, on sait tous ce qui s'est passé en 1945. Et ce que je pense qui est important et ce qu'il faut faire, enfin ce qu'il faudrait faire, je pense, c'est rappeler les erreurs du passé pour ne pas les reproduire. On est en train de... Merci, c'est gentil. J'ai pas besoin de vous apprendre ce qui s'est passé sur ces dernières années. J'ai pas besoin de vous apprendre ce qui se passe encore aujourd'hui. J'ai certainement pas besoin de vous rappeler ce qui se passe dans quelques mois avec les élections électorales. Mais ce qui est sûr, c'est que ce que l'UNESCO doit continuer à faire, c'est continuer à unifier, l'unité. Et on se rend compte que beaucoup de... J'appellerais pas ça des partis politiques, mais des missives, enfin, des crépuscules, des groupes crépusculaires naissent grâce ou à cause de la division. Et c'est la division qui fait parfois le mieux régner ou le plus régner. Donc pour éviter ça, il faut rappeler le passé, les erreurs qui ont été commises avant, ne pas les répéter. Se rappeler que finalement, d'un grand orateur qui commence, ça peut finir en guerre. Se rappeler que d'autres générations ont vécu ce racisme et continuer à rappeler aussi ce qui s'est passé dans le passé pour mieux ne pas revenir à, pour ne pas revenir à ça. Comprendre en fait toutes les dynamiques qui peuvent mener au racisme ou à l'exclusion ou à la discrimination et surtout les éviter. Continuer à prôner le mot « uni » parce que c'est dans l'unification qu'on peut vaincre la haine et ça c'est pour moi très important. Rappeler donc l'histoire, mais aussi regarder le futur, se rallier tous ensemble. Et aussi, le côté uni, c'est pas juste dans cette salle, c'est une unité mondiale en fait. Parce que ce qui arrive, et je le répète, à quelques kilomètres, on s'en est rendu compte avec le Covid, où finalement tout paraissait très lointain et que, voilà, vous vous rendez compte que ça a été un problème mondial et ce qui se passe encore actuellement, prendre conscience vraiment et se dire qu'on a encore le luxe d'être libre, de pouvoir se parler aujourd'hui comme ça et que ce luxe est précieux. Donc continuons à être unis dans cette adversité qui peut nous arriver. Et on va les faire, bien sûr, on va les faire. Et simplement pour vous dire, et oui, je pense que c'est important j'ai dit à notre amis qui sont connectés, à tous les publics, qu'il faut se battre, il faut se battre. Il faut être contre la violence, parce que ça, c'est l'expression la plus honneuse de racisme. Et nous sommes maintenant dans ces situations. Et vous savez, cette question, c'est un peu au-delà de ce qu'on a parlé. Mais si vous auriez la possibilité, vous avez la possibilité d'avoir des équipes diverses, comment est-ce que vous vous assurez dans votre métier maintenant de ne pas privilégier ce que vous pensez que c'est plus proche de votre pensée, et comment est-ce qu'on ouvre l'esprit pour avoir la différence, même dans une équipe diverse? Alors de nouveau, c'est là où on pose souvent cette question. J'avoue que je ne me suis pas du tout posé cette question quand j'emploie les gens, en fait, quand j'emploie mes équipes. Au contraire, je suis quelqu'un qui voit tellement dans le côté international et global que je me pose pas de questions, en fait. Et c'est vrai que l'autre jour, quand vous savez, il y a eu ce grand moment dans la mode de remise en question, est-ce que la mode est raciste, etc., et qui était une remise en question complètement justifiée, les gens sont allés au-delà et sont allés voir aussi dans les bureaux comment étaient formées les équipes.
Et je vais vous dire une chose, en fait, dans mon bureau, je pense qu'il y a plus d'étrangers que de Français, en fait, au jour d'aujourd'hui, parce que c'est un bureau vraiment international. J'ai 3 personnes de mon équipe qui sont présentes, dont mes attachés de presse, mon bras droit, Tristan qui est français, bulgare, Champi qui est mon CMO et qui est espagnol, Amanda qui était mon bras droit pendant des années, qui maintenant travaille au marketing, qui est de Porto Rico. Donc finalement, en fait, je veux dire, pour moi, c'est juste normal, en fait, il n'y a pas de question. Et c'est ça qu'on va voir. C'est ça vraiment qu'on va voir, comme votre parent ont dit. On ne voit pas les couleurs, on ne voit pas les origines, on ne voit pas les pays, on voit les talents, on voit l'effort et on voit ceux qui ont la même pensée d'humanité qu'on a. Et ça, c'est génial. Je vais vous quitter. Désolée, comment on dit, la chance de assistant director général que je dois aller ailleurs, même si je vais rester avec vous. Mais je vais vous laisser avec quelqu'un qui va continuer à engager les enfants, les jeunes pour parler avec vous. Simplement pour vous dire, à l'UNESCO, nous construisons une alliance énorme, mondiale, contre le racisme. On va vous montrer, on va vous envoyer une vidéo qu'on a fait avec des personnalités qui sont vraiment faire l'effort pour dire stop au racisme. On a lancé le Forum global contre le racisme au Mexique. Vous êtes invité. Avec plaisir. Novembre cette année. Mais aussi, vous êtes invité à former partie de tous nos champions antiracistes. On a Martin Luther King, nous avons Forrest Whitaker, nous avons... Et maintenant, je vous nomme notre champion antiracisme de l'UNESCO. Merci beaucoup. Merci beaucoup.